Bonjour à tous et bienvenue à cette première causerie de la nouvelle saison 2023-2024. Un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour la 10e saison. Et oui, déjà 10 ans que CESI a développé, alors au début au sein de son campus Île-de-France Centre, mais aujourd'hui disponible dans l'ensemble des campus CESI et disponible pour l'ensemble des personnes extérieures intéressées par la culture générale et toutes les thématiques qu'on propose. Voilà, un cycle de conférences appelé les causeries CESI. Vous pouvez le voir ici. On a changé la charte graphique pour être en cohérence avec voilà, CESI École d'ingénieurs et sa nouvelle image. Nous avons 4 domaines de thématiques identifiés. Donc méthodologie et technologie, les enjeux du 21e siècle, les sciences humaines, la culture générale. Toujours pour vous apporter des connaissances qui vous serviront donc dans vos parcours personnels et professionnels. Comme c'est la première, évidemment, je reviens un petit peu sur l'historique des causeries CESI. C'est vraiment une demande à la base de la commission d'éthique d'ingénieurs qui habilite nos diplômes d'ingénieurs, qui nous a mené à développer ce cycle de conférences pour donner des outils de culture générale à l'ensemble de nos apprenants. Il y a 5 ans maintenant, donc on a développé le live qui est un lien gratuit, diffusable et sans inscription, donc très très facile d'accès. Donc pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, voilà, vous avez compris le principe. Merci à vous de nous suivre, des anciens qui nous suivent chaque année et puis des nouveaux, j'espère aussi. N'hésitez pas, apprenants, à diffuser auprès de vos tuteurs, de vos réseaux, aucun souci, ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc au niveau de la logistique, c'est tous les mardis, de 13h à 14h, comme ça on n'oublie pas. De fin octobre à fin avril, on a 26 causeries cette année, un petit peu plus que l'année dernière en fonction du calendrier. Il y a deux dates qui seront off, donc évidemment la dernière semaine de décembre et puis le 2 janvier. On vous retrouvera avec plaisir en 2024. Les causeries, donc c'est un concept vraiment pour vous, pour tout le monde. L'idée, c'est pas un cours. C'est vraiment pas un cours dans votre cahier des charges. L'idée, c'est de vous apporter des connaissances sur d'autres sujets qui soit vous incline à vous lance à aller chercher des informations supplémentaires ou vous donne une base pour pouvoir échanger avec diverses personnes, comme je vous le disais, dans vos parcours personnels ou professionnels. Donc voilà, Romain Finot va inaugurer cette saison. Romain qui fait partie du cabinet Ledoué Associés, et vraiment je tiens à remercier cette structure donc d'avocats qui nous suit depuis le début, qui est là et qui nous fait confiance par rapport à la qualité de ce qu'on propose. Et c'est dû également évidemment à leur intervention. Ils commencent tout le temps ce cycle de conférences. Des collègues à Monsieur Finot et donc sont déjà venus apporter un éclairage sur plein de sujets différents. Et aujourd'hui, c'est lui qui va inaugurer cette saison. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Voilà, donc Romain va faire une présentation. Évidemment, l'idée, c'est de poser des questions pour les gens dans la salle. Donc, vous avez eu les consignes, levez la main bien fort, bien haut pour que j'apporte un micro. Pour ceux qui êtes devant votre écran, vous avez la possibilité, évidemment, d'échanger avec nous. Vous envoyez vos questions sur l'adresse mail causerie@cesi.fr. Je répète, causerie@cesi.fr. Et je me ferai porte-parole de vos interrogations. Écoutez, merci à tous. On va laisser la parole à Romain. Je lui donne la petite zapette. Merci. Et puis, je vous souhaite une très bonne causerie à tous. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir, d'être aussi nombreux aujourd'hui. C'est un véritable plaisir pour moi d'aborder un sujet qui est aussi intéressant, voire passionnant, qui est l'affaire de l'amiante. Je pense que tout le monde ici, dans cet amphithéâtre, en a entendu parler. Alors, je me présente avant tout. Maître Romain Finot, effectivement, comme on vous l'a dit, j'exerce au sein du cabinet Ledoué et Associés depuis plus d'une quinzaine d'années et j'assure la défense des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et tout particulièrement les victimes de maladies consécutives à une exposition professionnelle à l'amiante. Car il faut savoir, aujourd'hui, l'amiante occupe une place prépondérante dans les maladies professionnelles. Il faut savoir que c'est la première cause de mortalité liée à une maladie professionnelle et c'est la deuxième cause de maladie professionnelle
juste derrière les TMS. Alors, mieux, selon moi, que des longs discours, et je pense que tout de suite, à travers ces chiffres, vous allez pouvoir mesurer l'ampleur du scandale sanitaire auquel la France a dû faire face pendant plusieurs décennies. Voici les chiffres. Les chiffres aujourd'hui, l'amiante, ça représente quoi? Ça représente 3000 décès par an. C'est-à-dire, en gros, si vous calculez bien, c'est entre 8 et 10 personnes par jour qui meurent de l'amiante. En gros, on rase une petite ville de France chaque année. Et si vous voulez, l'Institut national de veille sanitaire ne fait pas des projections très rassurantes, puisque cet institut considère que dans les 3 prochaines décennies, il y aura à peu près 100 000 décès liés à l'amiante, auxquels vous rajoutez déjà les 50 000 décès qui sont intervenus depuis 1996, voire même 85 000 décès. Alors, évidemment, lorsque je vous donne ces chiffres, l'amiante se classe, c'est le champion de toute catégorie. L'amiante, si vous voulez, ça réunit 10 fois, 15 fois, 20 fois plus de victimes que tous les scandales sanitaires que la France a déjà connus, qu'il s'agisse du sang contaminé, qu'il s'agisse de l'hormone de croissance, qu'il s'agisse encore de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L'amiante est véritablement le champion, toute catégorie. Alors, lorsque j'en dis ça, qu'est-ce qui en résulte? Il faut savoir que on est dans un train en marche. On est dans un train en marche et la France, en 1996, a, si vous voulez, appuyé sur le frein. Elle a appuyé sur le frein puisqu'elle a pris un décret d'interdiction de l'amiante et que, comme vous allez le voir a posteriori, les maladies liées à l'amiante sont des maladies qui ont des temps de latence relativement longs. Donc, si vous voulez, on a beau avoir interdit l'amiante il y a désormais plus de 20 ans, c'est-à-dire en 1996, maintenant, on se situe, si vous voulez, dans une zone de décélération. Et reste à savoir si, après cette interdiction de principe, l'État, les pouvoirs publics, prenant conscience du scandale sanitaire auquel ils sont confrontés, mettent en place des moyens de contrôle pour réduire considérablement le nombre de victimes. Alors, à première vue, j'ai envie de vous dire, au niveau national, non. Non, pourquoi? Tout simplement parce que les moyens, si vous voulez, mis en place, les moyens notamment de contrôle, apparaissent largement insuffisants. Je vous donne juste 3 exemples. Les 3 administrations qui sont normalement être concernées par ce scandale sanitaire sont la DGCCRF, qui est une administration qui a un effectif dérisoire par rapport à tout ce qu'elle doit contrôler, donc c'est l'administration qui contrôle la qualité des produits. Vous avez les douanes qui doivent faire face à une avalanche de produits qui sont importés notamment de l'Asie et qui ne peuvent pas donc tout contrôler, et notamment des produits qui peuvent contenir de l'amiante, puisque ce pays n'a pas interdit l'amiante. Et vous avez également l'inspection du travail qui va être l'administration, qui va être chargée de contrôler notamment les chantiers de désamiantage. Et depuis 1996, il y a une multiplication des chantiers de désamiantage. Or, ces chantiers de désamiantage, on voit qu'ils ne sont quasiment jamais faits dans les règles de l'art. L'INRS, l'INVS nous apprennent que 75% des salariés ne sont pas protégés efficacement. 82% des chantiers ne respectent pas la réglementation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des mésothéliomes. 80% des gens qui ont des mésothéliomes, travaillent dans le BTP. Donc, on voit que pour le moment, si vous voulez, on n'est pas encore dans un arrêt total du nombre de victimes de l'amiante. Alors, ça, c'est au niveau national, mais au niveau mondial, vous allez me dire, c'est pas mieux. Au niveau mondial, on a quand même 100 000 morts par an, ce qui fait quand même 1 million de morts chaque année. Et l'Organisation mondiale de la santé considère que ce chiffre est sous-évalué de 40%. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 40% des pays
qui ont interdit l'amiante. Et parmi ces 40 pays, il y a les 27 pays de l'Union européenne. Vous devez faire face à des mastodontes comme la Chine ou encore comme la Russie, qui continuent à exploiter cette ressource et qui font tout, par exemple, pour que cette amiante, notamment la production de chrysotile, qui représente 90% de la production mondiale, ne figure pas sur les listes de produits chimiques interdits qui figurent dans la Convention de Rotterdam. Donc, si vous voulez, pour le moment, on est face à une situation où, tant au niveau national, où certes on a une interdiction, mais on ne met pas nécessairement les moyens en œuvre pour freiner l'évolution d'une épidémie, et au niveau mondial, si vous voulez, on a encore les 2 plus gros producteurs d'amiante au monde qui continuent à exporter l'amiante, et on retrouve de l'amiante dans la plupart des produits. Alors, vous allez me dire, mais en gros, quand bien même, comment on en est arrivé là exactement? Parce qu'effectivement, l'amiante, c'est un produit miracle, je vais vous en parler. C'est un produit miracle, mais on le sait depuis le début du XXe siècle que c'est un produit qui va provoquer des cancers. Comment se fait-il que les autorités publiques ont laissé faire les industriels et on a continué à exploiter cette ressource alors même que l'on la savait cancérigène? Alors, qu'est-ce que l'amiante? L'amiante, ça désigne un minéral fibreux. Et les scientifiques et les industriels se sont plu à l'appeler le magic minéral. Pourquoi? Parce que c'est un minéral qui, si vous voulez, cumule les qualités. Cumule les qualités, vous en avez alors d'innombrables. Elle est incombustible, donc elle résiste à des températures absolues, entre 800 et 1000 degrés. Elle est légère, elle est fine, vous pouvez la tisser. C'est un isolant phonique, c'est un isolant électrique. Elle résiste également aux agressions chimiques. Vous voyez, toutes les qualités que peuvent rechercher les industriels. Et, alors là, cerise sur le gâteau, en plus, elle ne coûte quasiment rien. Donc autant vous dire que, ce terme de magic minéral est tout à fait approprié. Le seul inconvénient qu'elle ait, mais qui n'est quand même pas rien, c'est que avec le temps, avec le rayonnement thermique, elle se délite. Elle se délite en fines particules qui vont pénétrer durablement dans l'organisme, notamment par les voies respiratoires ou les voies digestives, et cela va provoquer des cancers. Mais il n'en demeure pas moins que dans un premier temps, l'amiante est utilisée quasiment partout. Vous pouvez l'associer à tous les produits. Vous voyez notamment dans le fibrociment, la plâtre, le peinture, le bitume, le textile, les canalisations, parce que en fait, l'amiante, qu'est-ce qu'elle procure? Non seulement elle permet aux produits à laquelle vous l'associez une certaine résistance au feu, et également une certaine souplesse. Donc, effectivement, elle est utilisée partout. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais je pourrais y passer quasiment toute l'heure à vous en donner des exemples, donc je vais être assez bref. L'amiante, vous en avez retrouvé d'abord dans les combinaisons de pompiers. Ça vous paraît logique, pour lutter contre les incendies, les pompiers l'utilisaient. Donc des pompiers qui sont malades. Vous avez également des sidérurgistes qui travaillaient au contact de l'acier liquide. Vous en retrouvez, comme je vous l'ai dit, dans les bâtiments, et là encore une fois, c'est pour éviter les incendies. Vous en retrouvez notamment dans les grandes structures, à la Défense, vous en retrouvez également à Jussieu. Jussieu, il faut savoir qu'accessoirement, c'est le site le plus important au monde au niveau de l'amiante, puisqu'il y a 200 000 mètres carrés de floqués, et donc effectivement, ça en fait le plus grand site amianté au monde. Aujourd'hui, on recense à peu près 150 victimes, que des étudiants et des chercheurs. Et le déflocage, pour l'instant, en tout cas, le désamiantage, a coûté la modique somme d'1,7 milliard d'euros, ne serait-ce que pour désamianter un seul site. Donc, effectivement, voilà, on en retrouve quasiment dans les bâtiments. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas aux bâtiments. Ça va beaucoup plus loin, ça se retrouve également dans des biens de consommation courants. À une époque, on utilisait l'amiante dans les grille-pains, dans les fers à repasser. Et figurez-vous que ça va même
encore plus loin puisqu'on en retrouve également dans l'alimentation. On en retrouve dans l'alimentation. Alors, sans vouloir vous donner de nom, mais il faut savoir qu'un célèbre brasseur ainsi que certaines maisons viticoles ont eu des difficultés avec l'amiante. Pourquoi ? Parce qu'elles utilisaient des filtres en amiante. Et avec le temps, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vous l'ai dit, eh bien, ces filtres se délitent et bien évidemment, les fibres d'amiante s'échappent. Autre source de pollution, eh bien, le réseau d'assainissement des eaux, où vous avez là encore des canalisations qui sont faites en fibrociment et avec le temps, eh bien, des fibres d'amiante également se retrouvent dans l'eau. Donc encore une fois, je m'arrêterai là pour tout ce qui est présence d'amiante dans les biens de consommation, sachant que, encore une fois, l'INVS a recensé à peu près en France 3000 produits qui comportent eh bien, des fibres d'amiante. Alors, comme je vous l'ai dit, face à cette utilisation massive, eh bien, très vite, on s'est rendu compte que eh bien, l'amiante pouvait entraîner des pathologies. Tout d'abord, des pathologies respiratoires. C'est la première pathologie qu'on a pu, on a pu établir un lien de causalité entre exposition et pathologie. Donc, deux types de pathologies, les pathologies bénignes et les pathologies malignes. Rapidement, par exemple, je prends un exemple, les plaques pleurales. Les plaques pleurales, ce sont des lésions que vous allez retrouver sur la plèvre pariétale. Et généralement, ces plaques pleurales, elles apparaissent 15 ans après l'exposition. Alors, elles entraînent au départ un essoufflement relativement modéré, puis qui peut être prononcé, et puis des douleurs thoraciques, mais on ne meurt pas des plaques pleurales. Le seul problème avec les plaques pleurales, c'est que quand vous avez des plaques pleurales, indiscutablement, c'est que vous avez été contaminé à l'amiante. Et donc, vous n'êtes pas à l'abri de développer des pathologies qui, elles, sont malignes. Et là, on en retrouve 3, qui sont l'asbestose, qui est la signature de l'amiante, le cancer bronchopulmonaire qui peut être multifactoriel, et le mésothéliome. Alors l'asbestose, rapidement, c'est tout simplement la fibrose du poumon qui va entraîner une sclérose des tissus pulmonaires. Ça veut dire qu'en gros, l'élasticité du poumon, eh bien, malheureusement, est altérée. Les personnes arrivent de moins en moins bien à respirer. Et il arrive, je ne sais pas si ça vous est déjà d'ailleurs arrivé de croiser ces personnes-là, qui sont avec une bouteille d'oxygène derrière elles parce qu'elles ne peuvent plus respirer sans l'aide de l'oxygénothérapie. Là, ces asbestoses, généralement, ce sont des personnes qui ont été massivement exposées à l'amiante. Vous avez le mésothéliome. Alors le mésothéliome que l'on appelle également cancer de l'amiante, puisque la seule étiologie connue à l'heure actuelle, c'est l'amiante. C'est un cancer sur les surfaces mésothéliales de la plèvre et du péritoine. Et là, la durée de vie est très sombre, puisque à partir du moment où vous diagnostiquez le mésothéliome, vous avez entre 6 mois et 12 mois d'espérance de vie. Et il n'y a pour l'instant aucun traitement du mésothéliome. Puis la science a progressé, et désormais, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'appareil respiratoire qui est affecté, vous avez également l'appareil ORL digestif et reproductif. L'appareil ORL, cancer du pharynx et du larynx. Le tableau 30 vient d'être créé, vous voyez, c'est relativement récent, le 14 octobre 2023. Avant, le tableau 30 ne concernait que les pathologies, si vous voulez, de l'appareil respiratoire. Maintenant, il est étendu donc au pharynx, au larynx. Vous avez le cancer colorectal, l'estomac et l'œsophage, donc je vous l'ai dit, les fibres d'amiante sinales et syngères. Et vous avez le cancer désormais des ovaires, puisque comme je vous l'ai dit, du fait de leur taille microscopique, eh bien, les fibres d'amiante eh bien, pénètrent en profondeur tout l'organisme humain. Alors, effectivement, on peut donc se poser la question de savoir si, quand bien même ce Magic Mineral a des propriétés innombrables, mais force est d'admettre qu'il, si vous voulez, produit et occasionne des maladies respiratoires et notamment des cancers, on se demande pourquoi il a été utilisé. Pourquoi il a été utilisé et est-ce qu'il n'y a pas les pouvoirs publics qui auraient pu agir. Alors, je me suis permis, pour être complet, de vous faire un historique de l'amiante. Je ne vais pas reprendre toutes les dates, bien entendu. Il faut savoir
que lorsque on est en procès contre un employeur et qu'on va chercher à démontrer sa faute inexcusable et notamment sa conscience du danger, eh bien, on se réfère généralement à une dizaine de dates. Les dizaines de dates, elles sont les suivantes. Vous avez le rapport Auribeau, qui est en 1906, vous voyez, le rapport du Denis Auribeau. En France, c'est la première fois que l'on observe des cas d'amiante. C'était un inspecteur du travail qui était à Caen, qui a décidé de se rendre dans une filature d'amiante et s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de système d'évacuation des poussières et il était confronté à une surmortalité des ouvriers. Il y avait à peu près 50 décès en l'espace de 5 ans. Pour nous, c'est l'élément précurseur. Après, vous avez bien entendu des études scientifiques et médicales qui ont été publiées. Vous avez l'étude en Grande-Bretagne, vous avez 1931 notamment, vous avez une étude qui s'appelait Lynch qui suggérait déjà un lien de causalité entre le cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante. En 1950, eh bien, ça a été confirmé par le rapport Doll, qui lui aussi faisait valoir qu'une exposition à l'amiante eh bien, pouvait entraîner de manière certaine des cancers. Et puis, 1960, Wagner qui a entrepris une étude sur les mineurs en Afrique du Sud, eh bien, a fait une découverte qui, là, je ne vous le cache pas, a alarmé la communauté médicale. Eh bien, c'est le pouvoir pathogène de l'amiante qui était un pouvoir complètement inestimé. C'est-à-dire qu'il avait fait une étude sur 33 mineurs qui ont tous développé un mésothéliome. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait certes ces 33 mineurs qui étaient malades, mais à côté de cela, il y avait 120 personnes qui vivaient dans l'entourage de cette mine qui avaient également développé un mésothéliome. Donc on s'est rendu compte à partir de 1960 que, eh bien, il n'y avait pas besoin d'être exposé de manière très longue à l'amiante. Une simple fibre suffit d'ailleurs pour pouvoir être malade. Donc il n'y a pas de seuil d'exposition tolérable. Enfin, quatrième date médicale, c'est le Congrès international sur l'asbestose qui a eu lieu en France et qui a réuni tout ce que la France comptait en matière de spécialistes sur les maladies liées à l'amiante, de spécialistes en pathologie professionnelle et de médecine du travail. Donc à partir de cette date, 1964, on ne peut pas dire, si vous voulez, que la France ignorait, ou du moins les industriels ignoraient les risques de l'amiante. Ça, c'est pour ce qui est du côté scientifique. Côté réglementation, vous allez constater eh bien, que les pouvoirs publics ont toujours eu un temps de retard. C'est-à-dire que vous avez des études qui établissent noir sur blanc que le produit entraîne des cancers, mais l'État a toujours mis entre 15 et 20 ans avant d'agir. Contrairement aux anglo-saxons et aux Américains, qui, eux, à chaque fois qu'une étude médicale apparaissait, ils intervenaient généralement dans l'année. La première réglementation, si vous voulez, en Grande-Bretagne, elle date de 1931. La première réglementation aux États-Unis, elle date de 1946. La nôtre, 1977. C'est-à-dire qu'on a quasiment 30 ans de retard, voire 40, sur l'Angleterre. Alors, s'agissant de notre réglementation, il y a 3 textes, tout simples. Le premier, c'est un décret de 1945 qui, justement, prévoit que, inscrit en tout cas les fibroses interstitielles qui sont liées à une exposition professionnelle à l'amiante dans le cadre d'un tableau de maladie professionnelle, le tableau 30. Puis vous avez le décret de 1977, qui est la première réglementation qui, là, pour le coup, eh bien, n'interdit pas l'amiante, mais impose aux employeurs de protéger leurs salariés contre ce risque, c'est-à-dire par le biais notamment de moyens de protection, donc de masques, mais également eh bien, des mesures d'empoussièrement pour voir si on est toujours bien sous le seuil d'empoussièrement qui était fixé à 2 fibres par litre, et également un suivi médical professionnel. Et enfin, dernier texte, c'est l'interdiction de l'amiante en 1996.
Voilà à peu près les textes qu'il faut retenir. Alors, se pose donc la question, pourquoi, encore une fois, on a laissé faire? Alors, les spécialistes ont proposé 5 pistes de réflexion, tous très intéressantes. La première, c'est de venir nous dire, tout simplement parce que l'exposition professionnelle à l'amiante, ça a concerné avant tout les ouvriers. Ça a concerné avant tout les ouvriers, et les ouvriers n'avaient pas le recul, les moyens nécessaires pour avoir connaissance des risques. On faisait confiance à son employeur. Il y avait une espèce de paternalisme. On était reconnaissant à l'égard de l'employeur déjà de nous donner du travail. Donc on ne pouvait pas en plus lui demander de préserver notre santé. Et ça m'embête de dire ça, mais il est vrai que l'affaire de l'amiante a véritablement explosé en 1970, notamment lorsque il y a eu le scandale de Jussieu. Le scandale de Jussieu, c'est quoi? C'est tout simplement des universitaires, des chercheurs qui ont constaté que dans les locaux dans lesquels ils travaillaient, il y avait de l'amiante. C'était floqué en amiante. Et ces chercheurs avaient à leur disposition la littérature scientifique pour informer le public qu'effectivement, une exposition à l'amiante pouvait entraîner des cancers. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est comme je vous l'ai expliqué, la latence des maladies liées à l'amiante est particulière. Le temps de latence est particulièrement long. Il est long puisque généralement les maladies apparaissent entre 30 et 40 ans après l'exposition. Donc, effectivement, autant lorsqu'on est blessé immédiatement, tout de suite l'employeur prend des mesures. Lorsqu'en revanche on se dit que mes salariés seront malades peut-être, parce que ce n'est pas une certitude, dans 30 ou 40 ans, nécessairement, ça n'appelle pas à prendre des mesures immédiates. La troisième raison, encore une fois, c'est cette incertitude pseudo-scientifique du seuil d'empoussièrement. Est-ce que si je travaille en dessous d'un certain seuil, je serai malade? Est-ce que l'amiante est véritablement dangereuse au-dessous d'un certain seuil? Et ça, on l'a ignoré jusqu'en 1996. Quatrième et dernière raison, et qui est selon moi la bonne, c'est tout simplement qu'il y a eu une faillite du réseau sanitaire, du système sanitaire français, notamment de la santé au travail. Et ça va de la base de la pyramide en haut de la pyramide. Base de la pyramide, pourquoi? À la base de la pyramide, vous aviez déjà les médecins du travail. Les médecins du travail se rendaient bien compte que quelque chose se passait, se rendaient bien compte que les salariés étaient malades du fait de leur exposition. Mais à aucun moment, ils ont tiré la sonnette d'alarme. Et ça pose la question du statut de la médecine du travail, qui, je le rappelle, est un salarié de l'entreprise. Il est donc difficile d'aller voir son employeur en lui disant « Écoute, le produit avec lequel tu travailles est un produit qui occasionne des pathologies respiratoires chez les salariés. Deux choses l'une, soit tu arrêtes de travailler avec ce produit, et là, pour le coup, l'entreprise se ferme, soit tu prends des mesures de protection qui peuvent coûter relativement cher. » Donc, vous doutez bien que les médecins du travail, très peu, ont alerté les CHSCT. Moi, en 15 ans, j'ai observé un seul médecin du travail qui a alerté le CHSCT. C'est un médecin du travail dans une grande société qui faisait de la construction navale. C'est le seul qui a alerté effectivement le CHSCT dès 1974. Pour le reste, jamais je n'ai vu un médecin du travail tirer la sonnette d'alarme. Il y a également l'inspection du travail. Inspection du travail en sous-effectif, comme je vous l'ai dit. Inspection du travail qui n'a pas pu se rendre sur les chantiers pour veiller à ce que la réglementation, notamment de 1977, soit respectée. Et il en ressort, notamment dans le rapport d'information du Sénat, je vous invite à aller consulter si cette question vous intéresse, le rapport du Sénat, il apparaît que les taux d'empoussièrement dans lesquels les salariés devaient travailler, notamment dans la construction navale, étaient 1000 fois supérieurs à ceux qui étaient normalement autorisés par les textes. Enfin, comme si vous voulez, au niveau des ministères, il n'y avait aucun organisme
qui était véritablement compétent pour traiter cette question d'amiante? Eh bien, la nature a horreur du vide. Donc, qui s'est proposé pour prendre en charge ce dossier? Eh bien, c'est le directeur de l'INRS. Le directeur de l'INRS qui a décidé de créer un groupe complètement informel qui était composé de scientifiques, qui était composé des industriels de l'amiante, qui était composé également des membres des ministères de la Santé et du Travail, et qui était composé des partenaires sociaux. Eh bien, ce groupe, qui a été créé en 1982, si vous voulez, a prôné ce que l'on appelle, et je suis passé un peu, je m'excuse, voilà, tant pour moi, on prenait ce qu'on appelle l'usage contrôlé de l'amiante. C'est-à-dire que ces industriels qui voyaient très bien ce qui se passait outre-Atlantique, qui voyaient que l'amiante commençait à être interdit, eh bien, l'objectif, il était très clair, c'était de tout faire, de tout mettre en œuvre pour retarder le bannissement de l'amiante en France. Donc l'usage contrôlé de l'amiante, c'est de venir nous dire en gros que l'amiante n'est pas plus dangereux qu'une autre matière, encore faut-il l'utiliser à bon escient et sous un certain seuil d'empoussièrement. Et donc, pendant des années, ce fameux comité permanent amiante, eh bien, il était l'interlocuteur privilégié des administrations. C'est comme si aujourd'hui, pour la lutte contre le tabac, eh bien, vous mettiez la CETA, si vous voulez, excusez-moi, pas de marque, vous mettiez la CETA dans ce comité. Voilà. Ce sont les industriels de l'amiante, si vous voulez, qui prenaient les mesures concernant l'amiante. Donc autant vous dire que pendant de 82 jusqu'au début des années 90, eh bien, il ne se passait pas grand-chose en France. Il a fallu attendre jusqu'en 96. Voilà. Donc le comité permanent amiante, c'est tout simplement un faux nez des employeurs. Et encore une fois, c'est le parfait exemple du lobbying. Donc c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, eh bien, pendant plus de 100 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait un produit qui était magique, qui présentait des propriétés industrielles fantastiques, mais qui occasionnait des cancers, et que là, pour le coup, eh bien, il y a eu une défaillance, encore une fois, de la chaîne de contrôle qui va de la base jusqu'à la tête de la pyramide. Alors, on arrive aux années 2000, et là, aux années 2000, eh bien, là, le temps des responsabilités est venu, il va falloir passer, si vous voulez, à la caisse. Et il y a, si vous voulez, 3 juges en France, le juge civil, le juge administratif et le juge pénal. Le juge civil, très tôt, s'est emparé du sujet. C'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de l'employeur. Alors, qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur? Eh bien, c'est tout simplement un recours qui est fait devant le tribunal judiciaire qui vise à démontrer eh bien, que l'employeur est à l'origine de la maladie professionnelle de son salarié. Alors, 2 conditions d'éligibilité à la faute inexcusable. D'une part, c'est logique, puisque vous agissez contre votre employeur, il faut un contrat de travail. Et la deuxième, c'est que votre maladie soit reconnue professionnelle. Comment démontre-t-on la faute inexcusable de son employeur? Ça nécessite un petit rappel historique, quelques mots sur la faute inexcusable. On va remonter au XIXe siècle. Là, pour le coup, il y a le développement des manufactures, il y a le mécanisme industriel, et vous avez de plus en plus d'accidents du travail. Et il y a une recherche de responsabilité qui devient de plus en plus difficile entre l'ouvrier qui est victime et son employeur. Et à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle, eh bien, c'est au salarié de démontrer que l'accident est imputable à son employeur. Et s'il y parvient, ce qui est rare, mais s'il y parvient, il obtient la réparation intégrale de ce préjudice. Le problème, c'est que généralement, vous doutez bien qu'un ouvrier eh bien, ne disposait que de très peu de moyens à sa disposition pour obtenir gain de cause, et qu'en plus, il était tout à fait loisible pour l'employeur de venir démontrer que son salarié avait fait une faute personnelle, du fait notamment une faute d'inattention, une faute de fatigue, car vous savez qu'au XIXe siècle, les conditions de travail n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, une loi est intervenue
qu'on appelle le compromis social, la loi de 1898, 9 avril 1898, qui pose le principe suivant. C'est désormais la réparation automatique des accidents du travail. C'est-à-dire que désormais, il y a un accident du travail, il y a une réparation automatique. Et la victime est allégée du fardeau de la preuve. Elle n'a plus à démontrer que l'accident est imputable à son employeur. Le problème, c'est qu'il y a une contrepartie. On ne peut pas tout avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La contrepartie, c'est que la réparation ne sera plus intégrale, mais forfaitaire. Elle sera donc limitée. La seule possibilité pour la victime d'obtenir une réparation intégrale, c'est d'obtenir la faute inexcusable de son employeur. Donc, de faire un recours contre son employeur. Et donc, il pourra solliciter, au-delà de l'indemnisation forfaitaire qu'il a déjà, s'il gagne la faute inexcusable, d'obtenir une indemnisation complémentaire pour tendre vers la réparation intégrale. Le problème, c'est que la loi de 1898 ne définit pas ce qu'est la faute inexcusable. Et ni le code de sécurité sociale, d'ailleurs. Donc, il faut se rapprocher de la jurisprudence de la Cour de cassation. C'est la Cour de cassation, le 15 juillet 1941, qui définit la faute inexcusable et qui vient nous dire qu'il s'agit d'une faute d'une gravité exceptionnelle qui découle de l'omission fautive de l'employeur avec conscience du risque et en l'absence de toute cause justificative, sans qu'il n'y ait d'éléments intentionnels. Ce qui, en gros, nécessite que l'on démontre 5 points. Donc, autant vous dire que de 1941 à 2002, si vous aviez le droit de démontrer la faute inexcusable de votre employeur, bon courage pour y parvenir. Parce qu'en gros, il n'y en a quasiment aucune qui ont été démontrées. C'est devant le scandale sanitaire de l'amiante que la Cour de cassation a chamboulé les choses en 2002 et elle est venue redéfinir la faute inexcusable en venant dire qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles du fait des produits fabriqués utilisés par l'entreprise. Donc ce manquement revêt le caractère d'une faute inexcusable au regard de l'article L452-1 dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il n'a pas pris les mesures de protection pour l'en préserver. Autrement dit, on est passé de 5 conditions à 2 conditions. On est passé d'une faute approuvée à une responsabilité présumée. Et donc désormais, avec ces 2 conditions à démontrer, la faute inexcusable, notamment en matière d'amiante, est quasiment automatique. Alors, comment ça se passe ? Comme je vous l'ai dit, il faut démontrer 2 conditions. La conscience du danger, elle s'apprécie au regard de la littérature scientifique et de la réglementation. C'est donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on fait état qu'il y avait des études scientifiques et une réglementation qui permet aux employeurs d'avoir connaissance du risque, et ce, depuis les années 1950. D'ailleurs, vous avez un tableau de maladies professionnelles qui concerne l'amiante depuis 1945. Et la Cour de cassation a posé un principe très clair, c'est que la conscience du danger s'apprécie à minima à la date de création d'un tableau de maladies professionnelles. Donc, les employeurs avaient nécessairement conscience du risque qu'ils faisaient courir à leurs salariés à compter de la création de ce tableau en 1945. Et la deuxième condition, c'est l'absence de moyens de protection. Je rappelle que le salarié a la charge de la preuve et qu'il doit donc prouver qu'il n'avait pas de moyens de protection suffisants, efficaces, appropriés et permanents. Donc, que fait le salarié ? Il demande à ses anciens collègues de travail ou ses collègues de travail d'attester pour lui, indiquant qu'il ne bénéficiait pas de moyens de protection. Et encore une fois, je rappelle que ces moyens de protection doivent être efficaces. Donc, le simple fait, par exemple, de donner un nez de cochon à un salarié lorsqu'il était exposé à l'amiante, n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Alors, ça, conséquence de la faute inexcusable, qu'est-ce que cela entraîne ? Ça entraîne la majoration de la rente, puisque vous savoir qu'une victime qui a un accident de travail ou une maladie professionnelle perçoit une rente, et cette rente, du fait de la faute inexcusable, va être améliorée, et elle a le droit de percevoir des préjudices personnels qui sont visés à l'article 452-3. Vous avez ces 5 postes de préjudice: souffrance physique, souffrance morale, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, perte de diminution des possibilités de promotion professionnelle. À savoir que cette liste, depuis une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, n'est plus exhaustive. Désormais, vous pouvez demander réparation de tout poste de préjudice qui n'est pas couvert par le Code de sécurité sociale. On tend
vers une réparation intégrale au même titre que les victimes d'accidents de circulation. S'agissant du juge administratif, le juge administratif, pareil, lui, 2 ans plus tard, il fait valoir que l'État a commis une faute. Il y a eu une carence. Il y a eu double carence. D'une part, pour avoir attendu 1977 et donc qu'il n'y ait pas de réglementation avant cette date concernant l'amiante. Et par ailleurs, après 1977, cette réglementation était tout simplement insuffisante. Ce que reproche le Conseil d'État à l'État, c'est ne pas avoir veillé à ce que l'inspection du travail contrôle son décret de 1977, car si l'inspection du travail avait fait correctement les choses, on se serait rendu compte qu'il y avait une épidémie d'amiante qui était en train de se propager et que par conséquent, on aurait modifié la réglementation. De même que le principe de précaution n'a pas été appliqué. Vous aviez de la littérature scientifique qui démontrait que l'amiante était cancérigène. L'État aurait dû retirer ce produit du marché. Alors, s'agissant du procès pénal maintenant. Procès pénal, là, c'est un serpent de mer. C'est-à-dire que ça fait depuis 30 ans qu'on est sur ce procès et en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien pour la simple et bonne raison que ici, c'est la loi Fauchon qui s'applique et la loi Fauchon, qui concerne les homicides involontaires et les délits et homicides involontaires, a une exigence, c'est un lien de causalité certain. Alors, je m'explique. Lien de causalité certain, ce qui signifie qu'en gros, il faut pouvoir déterminer à une date précise quand est-ce que la personne, lorsqu'elle a été exposée à l'amiante, a déclenché sa maladie professionnelle. En gros, on nous demande, ce qui est totalement impossible à démontrer, quelle fibre a rendu malade la personne. C'est comme si, je reprends l'exemple du tabac, c'est comme si vous demandiez à une personne quelle cigarette lui a provoqué le cancer du poumon. Alors, on est dans une impasse parce qu'il faut savoir que les premières plaintes ont été déposées en 1996. En 1996, donc 2 plaintes sont déposées pour empoisonnement et homicide involontaire. Là-dessus, une information judiciaire a été ouverte. Le magistrat instructeur a dans un premier temps mis en examen les directeurs d'établissement des principales entreprises productrices d'amiante, puis a mis en examen, comme je vous l'ai dit, le comité permanent amiante, puis a mis en examen des décideurs publics. Et au final, toutes ces mises en examen ont été annulées les unes après les autres. Donc, devant cet échec, on est passé, ou du moins les victimes de l'amiante, sont passées par ce qu'on appelle la citation directe. La citation directe, c'est tout simplement vous court-circuitez le juge d'instruction. Puisque le juge d'instruction, si vous voulez, considère qu'il n'y a pas un lien de causalité certain et ne veut pas renvoyer devant la juridiction de jugement, c'est vous-même qui apportez les éléments pour que la juridiction de jugement juge les responsables. Sauf que le 19 mai dernier, le tribunal de Paris a considéré que la citation directe qui avait été formée par les victimes de l'amiante n'était pas recevable. Donc on revient encore à la case départ après 30 ans de procédure. Alors rapidement, les enseignements tirés de cette crise sanitaire, vous en avez 3. Vous avez désormais maintenant un suivi médical post-professionnel. Donc toute personne exposée à l'amiante a le droit de faire des scanners tous les 2 ans pour vérifier si elle ne développe pas une pathologie liée à l'amiante. Vous avez un régime de pré-retraite amiante qui permet à toute personne ayant été exposée à l'amiante et qui travaille dans un établissement listé de partir en pré-retraite. Il bénéficie donc d'une pré-retraite à l'âge de 50 ans. Et après, ça sera sa retraite qui prendra le relais. Et vous avez la création d'un fonds d'indemnisation qui a été créé dans les années 2000. Et voilà, c'est un établissement public administratif qui indemnise toute victime de l'amiante. Ici, il n'y a pas de condition de recevabilité comme il y en a pour la faute inexcusable, où, je le rappelle, ce sont des salariés qui peuvent agir contre l'employeur. Ici, ce sont toutes victimes. Donc, vous avez, là, ça vous permet de voir l'ampleur, encore une fois, des dégâts. 110 000 victimes ont déjà saisi le FIVA, 355 000 demandes d'indemnisation ont été enregistrées, et on a versé déjà 7 milliards d'euros d'indemnisation aux victimes de l'amiante. Donc ici, toute personne qui se voit reconnaître une maladie liée à l'amiante peut saisir ce fonds. Et on se rend compte, là encore, que les maladies malignes, dont je vous ai parlé au début,
sont de plus en plus nombreuses. Il y a 3 ans, c'était un rapport inverse, hein. C'était en dessous des 50%, maintenant ça passe à 58%. Et la répartition des victimes de l'amiante, vous voyez, en Moselle, ce sont les mines, dans le Pas-de-Calais, c'est la sidérurgie, et sur la façade atlantique, ce sont les ports, les industries qui ont le plus utilisé d'amiante. Comme je vous l'ai dit, pas de condition d'éligibilité, vous pouvez être une victime professionnelle ou une victime environnementale. Victime environnementale, c'est tout simplement les femmes qui ont nettoyé les lieux de travail de leur mari, mais qui n'ont aucun contrat de travail avec l'employeur, ou ce sont les gens qui habitaient à proximité d'une industrie, d'une entreprise qui utilisait l'amiante dans son process de fabrication. Alors, on va toujours vers plus de prévention. C'est la consécration du préjudice d'anxiété. Préjudice d'anxiété, 11 mai 2010, la Cour de cassation est venue nous dire qu'en fait, toute personne, et là je ne parle pas des malades, puisque le préjudice d'anxiété ne concerne pas un malade, c'est une personne qui a été exposée à l'amiante et qui angoisse, qui génère une angoisse à l'idée un jour d'être malade parce qu'il a été exposé à l'amiante. 11 mai 2010. En 2012, là, la Cour de cassation s'est rendue compte que, si vous voulez, elle avait ouvert une boîte de Pandore. Et les employeurs ont brandi encore la menace de l'emploi en venant dire, écoutez, si tous les salariés maintenant commencent à faire des recours et des préjudices d'anxiété à notre encontre, les entreprises vont toutes fermer les unes après les autres. Parce que des salariés, alors il y a les salariés certes qui sont exposés à l'amiante, mais on pouvait penser que la Cour de cassation allait élargir à tous les autres agents cancérogènes. Et là, il y a effectivement une grande part de la population active qui est soumise à un agent cancérogène. La Cour de cassation, se rendant compte de l'erreur qu'elle avait faite, revient sur sa décision et limite la réparation du préjudice d'anxiété uniquement aux personnes qui sont inscrites, qui ont travaillé dans un établissement qui est inscrit sur les listes ACATA. Les listes ACATA, ce sont, pour faire simple, des listes sur lesquelles figurent les sociétés ayant utilisé de l'amiante et qui sont, encore une fois, publiées suite à un décret en Conseil d'État. Donc ça concerne une infime partie des entreprises qui ont travaillé avec de l'amiante. Puis en 2019, revirement de jurisprudence. Désormais, la Cour de cassation vient nous dire que tout salarié exposé à l'amiante, quel que soit l'établissement, cette fois, dans lequel l'exerçait, est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété. Et oui, parce qu'on était dans des situations complètement ubuesques. C'est-à-dire que, sous prétexte que vous travaillez dans une entreprise listée, vous pouviez demander votre préjudice d'anxiété. Vous pouviez être un personnel administratif sans jamais être rentré dans l'usine, jamais être exposé à l'amiante. Vous pouviez demander votre préjudice d'anxiété et il était automatiquement indemnisé. De l'autre, un sous-traitant qui travaillait avec de l'amiante mais dont l'entreprise n'était pas listée, quant à lui, il n'avait pas le droit au préjudice d'anxiété. Donc la Cour de cassation a mis fin à cette situation d'injustice. Et le 11 septembre 2019, elle l'a élargi, cette fois, à toutes les substances nocives ou toxiques. Donc encore une fois, cette fois, le salarié devra prouver son exposition à l'amiante, le risque de développer une pathologie grave. Et cette nouvelle jurisprudence, comme il est indiqué, ça incite l'employeur à renforcer sa politique de prévention, car l'employeur va devoir démontrer que, quand bien même il a exposé son salarié à un agent cancérogène, il l'a bien protégé, et ce, efficacement. Enfin, les quatre dispositifs de prévention qui ont été créés récemment. Vous avez la création de l'INVS, le plan santé de travail 2005-2009, la mise en place du diagnostic amiante. Et maintenant, effectivement, on a posé un principe, c'est qu'on vérifie toujours l'innocuité des produits de substitution. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de remplacer l'amiante par un autre produit qui pourrait occasionner des cancers, même si cela n'est pas toujours vrai, notamment avec les fibres céramiques, dont on se rend compte aujourd'hui qu'elles peuvent, elles aussi, être cancérigènes. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc on va passer à la séquence de questions-réponses. Comme vous pouvez le voir, donc sur le live, vous envoyez vos questions à causerie@saisie.fr. Alors dans la salle, vous levez la main bien haut qu'on voit qui veut intervenir. J'imagine que vous avez peut-être rencontré ou entendu parler de cas, parce que vous êtes donc en master spécialisé dans l'AXAS. Là, il y a des constructions, management par projet.
Alors, une question. Vous parlez bien dans le micro. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas de seuil pour pouvoir mesurer en fait l'impact de l'amiante sur la santé des gens. Tout à fait. Vraiment, on Non. ne peut pas. C'est-à-dire que effectivement, très bonne question. Depuis 1997, l'INSERM a publié une étude dans laquelle effectivement on ne peut pas établir de seuil d'exposition qui pourrait ne pas provoquer de maladies professionnelles ou de maladies tout court, d'ailleurs, liées à l'amiante. Le mésothéliome, par exemple, encore une fois, il n'y a aucun seuil d'exposition. C'est la raison pour laquelle on a interdit purement et simplement l'amiante en France, parce que l'idée selon laquelle, eh bien, en dessous d'un certain seuil, on n'est pas malade, encore une fois, ça c'est une idée que le comité permanent amiante a développée pendant des années pour qu'on puisse continuer à utiliser l'amiante, alors même que l'on sait qu'aucun seuil d'exposition, on peut être malade aujourd'hui avec une seule fibre d'amiante. Oui, mademoiselle. C'était pas en fait pour poser une question, mais c'était juste pour préciser par rapport au seuil. Parce qu'il y a le code de la santé publique et le code du travail qui ont fixé des seuils en fait pour les travailleurs, par exemple, qui est de 5 fibres par litre. Donc actuellement, c'est ce qui est respecté, par exemple, pour les entreprises qui font le désamiantage. Tout à fait. Exactement. Et qui nécessite encore une fois donc des moyens de protection, puisque effectivement, pour tout ce qui est entreprise de désamiantage, nécessairement les salariés sont obligés d'être exposés à ce risque, mais il faut qu'ils aient les moyens de protection, encore une fois, efficaces. Ce sont les masques qu'on appelle FFP3, qui est le seul moyen de protection connu permettant de protéger de l'inhalation des fibres d'amiante. Tout à fait. Oui. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez sur les deux pathologies que vous avez expliquées, pathologie bénigne et mélanie. J'aimerais savoir s'il y a des examens possibles pour savoir est-ce qu'on a une plaque pleurale ou bien... J'aimerais bien que vous me réexpliquiez un petit peu les deux pathologies. Oui, les deux pathologies, très bien, oui. Alors, il y a les pathologies bénignes, des pathologies malignes. La pathologie bénigne dont on a fait état tout à l'heure, ce sont les plaques pleurales qui sont appelées généralement qui sont des marqueurs d'exposition à l'amiante. Les plaques pleurales, si vous voulez, apparaissent généralement 15 ans après l'exposition. Ce sont des lésions que l'on retrouve sur les poumons. On n'en meurt pas, mais cela démontre qu'il y a bien une exposition. Et ces plaques pleurales, on les retrouve sur le scanner thoracique. Généralement, on passe un scanner thoracique, alors soit pour toute autre raison qu'une exposition à l'amiante, soit dans le suivi post-professionnel, puisque normalement, tout salarié qui a été, encore une fois, exposé à l'amiante, eh bien, doit recevoir de la part de son employeur eh bien, ce qu'on appelle une attestation d'exposition à l'amiante. Auquel cas, si il s'est vu remettre cette attestation d'exposition à l'amiante, il a le droit de passer régulièrement des scanners thoraciques afin justement de voir si son état de santé évolue ou non. Il faut savoir que, encore une fois, les plaques pleurales, c'est une pathologie bénigne, on n'en meurt pas. Encore une fois, les plaques pleurales ne dégénèrent pas en cancer, ça serait faux de dire ça médicalement parlant. En revanche, les plaques pleurales peuvent être annonciatrices, malheureusement, d'une pathologie beaucoup plus grave. Et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont mis en place ce suivi post-professionnel. C'est dans l'idée que lorsqu'on a des plaques, on est sujet à potentiellement développer une maladie beaucoup plus grave qui est un cancer bronchopulmonaire ou un mésothéliome. Excusez-moi, j'ai juste une question concernant les salariés qui sont affectés sur des chantiers contenant de l'amiante. Normalement, ils suivent une formation. Tout à fait. Avec un certificat à la fin de la formation. Et valable combien de temps? Alors là, c'est une bonne question et je n'ai pas la réponse. Je sais qu'effectivement, ils doivent passer un certificat. Mais alors là, pour vous dire le délai de validité de ce certificat, je ne pourrais pas vous le dire. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Par ici, Romain.
Bonjour. Bonjour. Si par exemple, dans un site, on découvre qu'il y a une présence d'amiante et que l'employeur il fait appel à un laboratoire pour faire des mesures nécessaires et tout, et que les résultats ils s'avèrent négatifs, enfin des mesures de l'air, enfin la présence de l'amiante dans l'air, Oui. est-ce qu'il y a quand même une exposition au toucher? Et dans ce cas-là, quelles sont les mesures nécessaires Alors, à partir du moment où il y a présence d'amiante, nécessairement, eh bien, il faut que cette amiante soit retirée. Ça, de toute façon, quand bien même, parce qu'effectivement, l'amiante, il faut savoir que tant qu'elle est figée, tant qu'elle est enfermée, à vrai dire, le risque, il est quand même minime. Le problème, c'est qu'encore une fois, avec le temps, eh bien, les matériaux se délitent, et ce qui provoque eh bien, un dispersement, un dégagement des fibres. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir si c'est le temps d'exposition ou c'est la concentration en fait en amiante qui cause le dommage. Alors, excellente question. Eh bien, j'ai envie de vous dire, aucun des deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, justement, toutes les études médicales et scientifiques ont établi qu'il n'y a pas, encore une fois, de seuil d'exposition tolérable et il n'y a pas de durée d'exposition. Alors, il y a certaines maladies, si vous voulez, qui nous permettent de voir si la personne a été exposée massivement ou non. Par exemple, l'asbestose. Les gens qui développent une asbestose, ce sont nécessairement des gens qui ont été exposés de manière assez longue et de manière intense. L'asbestose, on la découvre généralement chez les gens qui ont travaillé dans les entreprises utilisant l'amiante en vrac, c'est-à-dire par sac, de l'amiante pure, et qu'ils ont respiré ça pendant toute leur carrière professionnelle. En revanche, les plaques pleurales ou encore une fois le mésothéliome, eh bien, vous pouvez développer ce type de pathologie sans avoir une exposition très prononcée. Je prends un exemple que j'ai eu à traiter il n'y a pas si longtemps que ça. Une monitrice d'auto-école. Une monitrice d'auto-école qui donnait des cours de conduite à des ouvriers qui travaillaient sur les chantiers navals. Et ces ouvriers étant en bleu de travail, donc ne se changeaient pas avant de prendre leur leçon de conduite, montaient dans la voiture avec leur bleu de travail. Et cette dame s'est retrouvée à l'âge de 52 ans avec un mésothéliome en venant nous dire « Mais attendez, je ne comprends pas, moi j'ai jamais travaillé avec de l'amiante, j'ai pas d'amiante chez moi, où j'ai pu attraper ça ?» Eh bien, effectivement, cette dame-là, par le simple fait qu'il y avait un passager à côté d'elle qui avait un vêtement qui avait des fibres d'amiante, eh bien, a développé un mésothéliome. Donc encore une fois, pas de seuil ni de durée. Encore, c'était juste pour intervenir un peu par rapport à la personne qui posait la question par rapport aux formations. En fait, il y a deux types de formations, SS4, sous-section 4 ou sous-section 3. Et par exemple, la sous-section 3, en fait, les moyens de protection sont un peu plus poussés. C'est pour les entreprises qui interviennent dans des endroits qui sont pour le désamiantage. Mais par exemple, pour les entreprises qui font de la maintenance et de l'exploitation, eux, par exemple, ils se tournent plus en fait vers la formation SS4 pour leurs techniciens, qui nécessitent des fois en fait des moyens de protection un peu plus light, on peut dire. Mais dans tous les cas, en fait, pour l'exposition, par rapport à la deuxième question, il y a la concentration et aussi la durée d'exposition. Après, pour l'amiante, le plus souvent, en fait, pour qu'on soit contaminé, il faut que ça soit une exposition pour une longue durée, 20 ans ou même plus. Et aussi, il y a le type d'amiante, liste A ou liste B, qui rentre en compte. Donc, c'est un peu plus technique. Donc, je pense que c'est des questions un peu plus poussées qui nécessitent encore d'autres informations. Donc, il ne faut pas trop... On a beaucoup de questions aujourd'hui, ça fait plaisir. Il reste 2 minutes. Alors, il va falloir être très synthétique. Oui, bonjour. Ma question porte sur ce que deviennent les déchets d'amiante, puisqu'il y a beaucoup de chantiers de désamiantage. Donc, on récupère de la matière. Donc, on la déplace d'un chantier à un endroit pour la stocker. Et finalement, quelles sont les précautions qu'on prenne et quelles sont les normes aujourd'hui par rapport à ça ? Effectivement, tout ce qui est chantier de désamiantage, de toute façon, tous les déchets d'amiante doivent aller dans des déchetteries qui sont spécialisées et qui ont un agrément pour pouvoir traiter les déchets d'amiante. Généralement, il y a certains sites
qui détruisent les déchets amiantés avec une torche à plasma. C'est généralement, mais c'est extrêmement coûteux et que donc, pour le moment, encore une fois, on se trouve confronté à une difficulté au niveau du recyclage puisque les déchets amiantés ne peuvent pas être recyclés. Donc pour l'instant, ils sont entreposés, mais ils sont entreposés, encore une fois, dans des sites ayant des agréments. Alors, on va devoir conclure, il est 14h. Je sais qu'il y a beaucoup de questions encore, mais vous allez pouvoir peut-être parler avec Monsieur Finot juste à la sortie de l'amphithéâtre ou envoyer par mail. Donc, merci encore pour cette intervention. Vous pouvez le remercier chaleureusement. Donc, merci à vous qui nous avez suivis via le live. S'il vous plaît. Donc je vais vous rappeler les causeries. Vous avez une adresse mail pour n'importe quelle question, causerie@saisie.fr, et vous avez également des replays sur les 3 dernières saisons disponibles sur la chaîne YouTube Saisie, sur la playlist Les Causeries Saisie. Voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est de se retrouver la semaine prochaine pour une thématique sur la transition écologique, un atout pour l'industrie française. Donc voilà, si vous n'êtes pas occupé à 13h, n'hésitez pas via le live à suivre. Et je vous le rappelle, vous pouvez diffuser ce lien comme vous le sentez. C'est tout à fait pertinent pour l'ensemble des personnes en entreprise ou autres. Merci à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.